Bienvenue. Donc, nous allons reprendre cette session consacrée aux Europes à inventer avec Nicole Niesotto qui va nous parler du Conservatoire des Arts et Métiers à Paris et qui va nous parler de l'Europe de la défense. Merci, Monsieur le Président. Merci surtout Samantha Besson pour avoir conçu ce colloque extraordinaire et avoir pensé à m'y associer. Merci, Mesdames et Messieurs, de votre constance, parce qu'il est presque samedi et vous êtes encore là, donc bravo. Je vais commencer par un paradoxe. L'Europe de la défense, elle n'existe pas, mais elle est très populaire. Et c'est un peu ça sera un peu le fil conducteur de cette communication. Dans tous les sondages que nous avons maintenant depuis presque 2 décennies, une majorité, mais une grande majorité d'Européens, plus de 70% des Européens, y compris dans les pays qui sont les moins favorables à l'Europe de la défense, comme le Royaume-Uni par exemple, ou la Pologne, une majorité d'Européens, à 70%, veulent une Europe forte sur la scène internationale, capable de défendre ses intérêts. Alors évidemment, en France, on est champion du monde pour cette ambition, 77% des Français, mais c'est tout à fait remarquable que les opinions européennes valorisent cette Europe qui n'existe pas, alors qu'elles sont souvent critiques de l'Europe qui existe. Et c'est à croire d'ailleurs que nos chefs d'État et de gouvernement ne lisent pas les sondages, parce que s'ils lisaient les sondages européens, ils auraient construit l'Europe de la défense depuis longtemps, 77%. Il n'y a aucune autre politique européenne qui a un tel taux d'approbation positive de la part des citoyens. Donc ça, c'est le paradoxe. Et je vais essayer donc de partager avec vous quelques interrogations. Pourquoi c'est si difficile de construire une Europe de la défense? Qu'est-ce qu'on fait en louvoyant pour dire qu'on construit quand même quelque chose, et comment ça pourrait évoluer à l'avenir. Donc moi, j'ai pas 3 concepts, j'ai 3 parties un peu banales, mais j'espère que ça permettra de structurer cette intervention. Alors, permettez-moi de commencer par une citation de Paul Valéry dans Regard sur le monde actuel. Il décrivait ainsi le monde de son époque. Nous nous trouvons désormais dans la situation d'un joueur qui s'apercevrait avec stupeur que la main de son partenaire lui donne des figures jamais vues et que les règles du jeu sont modifiées à chaque coup. Ça, c'était en 1931. C'est exactement aujourd'hui le monde dans lequel on vit, que la plupart des experts en matière stratégique décrivent comme un chaos au sens étymologique du terme. C'est-à-dire, c'est pas un désordre qu'on pourrait régler et ramener à un ordre. C'est quelque chose qui n'a absolument aucune référence par rapport à laquelle le comparer. C'est un chaos. Et c'est exactement la description de Paul Valéry, je la trouve extrêmement lumineuse pour décrire l'état du monde dans lequel on est. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur l'état du monde dans lequel vit l'Union européenne, mais je trouve très important, à la différence de beaucoup de responsables institutionnels européens, dont j'ai été autrefois, parce que j'ai été longtemps à Bruxelles au Conseil de l'Union, mais je trouve très important de regarder le monde tel qu'il est, et en particulier, si l'on veut inventer une défense de l'Europe, encore faut-il être sûr que cette défense de l'Europe soit adaptée au monde de 2050 et non pas au monde de 1950. Et donc c'est très important. Je vais le faire très rapidement dans cette première partie pour expliquer pourquoi ça n'existe pas. Mais en préalable, je voudrais quand même montrer l'extrême complexité de la situation internationale dans laquelle on vit et dans laquelle on doit malgré tout penser des politiques de défense. Je prends 2 exemples. L'usage de la force. L'usage de la force, c'est traditionnellement la mesure de la puissance d'un État ou de la puissance d'un ensemble d'États. L'usage de la force, le pourcentage des dépenses militaires, éventuellement le nombre de têtes nucléaires, etc. etc. Or, on s'aperçoit, l'usage de la force a été pendant les 50, 60 années après la guerre froide, le parangon de la puissance internationale. Or, on s'aperçoit aujourd'hui, en tout cas depuis la chute de l'Union soviétique, que l'usage de la force
ne sert pratiquement à rien en matière de sécurité internationale. Je n'ai pas le temps de vous faire l'historique, mais si on prend toutes les interventions occidentales depuis 1991, la date de la chute de l'Union soviétique, jusqu'à cette année, 2021, eh bien, aucune des interventions occidentales que l'on a menées, que ce soit en Libye, en Somalie, au Mali, au Liban, en Irak, en Afghanistan, en République démocratique du Congo, au Tchad, etc., etc., j'en oublie très certainement, aucune de ces interventions extérieures n'ont produit de résultats positifs, à l'exception d'une, qui est la première guerre du Golfe entre l'Iran et l'Irak en 1991, vous vous en souvenez sans doute. Saddam Hussein envahit le Koweït, et là, on monte une organisation, une opération internationale avec 42 pays des Nations Unies, Russie et Chine s'abstenant mais laissant faire, et on monte une opération internationale, on prend Saddam Hussein, on le remet dans son pays en Irak, et on rentre chacun chez nous. Autrement dit, on a appliqué strictement le droit international. Si A envahit B, C va aider B et remet A dans son pays. Donc voilà, ça c'était le seul succès de l'usage de la force. Et donc il faut quand même se poser des questions. L'usage de la force aujourd'hui, ça peut être très utile pour aider, pour évacuer des ressortissants nationaux ou européens dans des situations de crise, mais ça n'est plus un instrument efficace qui mesure la puissance d'un État. Et regardez les États-Unis d'Amérique, première puissance militaire du monde, dépensent à eux seuls plus de 50% des dépenses militaires mondiales. Les Américains doivent dépenser à peu près 700 milliards de dollars par an. Les dépenses mondiales, c'est à peu près 1600 milliards de dollars par an. Les États-Unis dépensent ça, ils n'arrivent à rien et s'en vont presque piteusement d'Afghanistan, avec nous, les Européens d'ailleurs, embrigués dans cette aventure le 31 août 2021, consacrant le retour spectaculaire des talibans après 20 ans de guerre pour rien. Donc ça, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire comment inventer une défense de l'Europe à un moment où on s'aperçoit que les interventions extérieures en tout cas, ne sont plus le b.a.-ba de la puissance. Je ne dis pas que la puissance militaire est inutile. Je ne dis surtout pas ça. Quand on voit l'extraordinaire accumulation de forces militaires et de manœuvres militaires que la Chine mène aujourd'hui autour de Taïwan, on peut raisonnablement se demander ce que cherchent les Chinois. Mais ce que je dis, c'est que pour les Occidentaux et donc pour les Européens, il faut inventer une Europe de la défense sans pour autant être convaincu que nos interventions militaires sont le meilleur moyen pour assurer la sécurité et la stabilité dans notre périphérie. Ça, c'est un exemple. Et rapidement, un deuxième exemple. Qu'est-ce qu'un ennemi, qu'est-ce qu'un allié aujourd'hui ? Pendant la guerre froide, on savait très bien, l'ennemi, c'était l'Union soviétique, 12 000 têtes nucléaires pointées contre nous, une armée rouge qui avait envahi la moitié de l'Europe centrale et orientale, etc., etc. Il n'y avait pas vraiment de débat sur l'ennemi communiste soviétique. Aujourd'hui, alors que les Américains veulent ressusciter cette idée de guerre froide avec la Chine, est-ce que la Chine peut être considérée comme un ennemi alors que c'est la deuxième puissance économique de la planète, qu'elle tire la croissance mondiale, qu'elle est le deuxième exportateur du monde, et que donc si la croissance ralentit en Chine, en Europe, ça veut dire que nous arriverons à une croissance négative, et en même temps, sachant que la Chine détient 2 000 milliards de dollars de dette américaine. Est-ce qu'on peut considérer comme un ennemi quelqu'un qui est à ce point un partenaire financier, économique, commercial? Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde, jamais, dans l'histoire du monde, depuis qu'on peut réfléchir à l'histoire du monde, qu'un ennemi soit en même temps indispensable pour la prospérité des citoyens. Ça n'est jamais arrivé. Et donc, il faut inventer quelque chose. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un allié? Alors, on a traditionnellement en Europe l'idée que les États-Unis sont notre allié, ce qui est vrai depuis les 2 premières guerres mondiales. Mais c'est un allié ambigu. Vous savez que Donald Trump, et après je m'arrêterai là pour cette introduction, Donald Trump avait en 2008 décidé tout seul, sans aucune preuve, en démentant tout ce que disaient les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la IEA, qui inspectaient les installations nucléaires iraniennes,
que l'on soupçonnait de proliférer sur le plan militaire, mais les agents de l'AIEA disaient non, il n'y a pas d'activité clandestine en Iran. Eh bien, les États-Unis ont décidé tout seuls qu'il y avait des opérations clandestines. Ils se sont retirés d'un traité que les Européens avaient mené à bout de bras au nom du Conseil de sécurité des Nations Unies pour trouver une solution à l'amiable avec les Iraniens. Ils se sont retirés et ils ont menacé les Européens, menacés de sanctions à coût de milliards de dollars si on continuait à honorer ce traité et à commercer avec l'Iran. Et quand on demandait à Donald Trump quel est le plus grand ennemi des États-Unis, il répondait l'Union européenne. Et donc, qu'est-ce qu'un allié dans des situations comme cela? Alors, on pourrait débattre pendant des heures et des heures sur l'ambivalence américaine. Mon propos n'est pas de dire que l'Amérique est un ennemi. Mon propos est de dire que la notion d'ennemi et d'allié, aujourd'hui, eh bien, est recouverte par ce même brouillard stratégique qui fait le chaos mondial. Et donc, c'est avec ça, avec un allié américain qui est quand même parfois un peu surprenant, et je ne parle même pas de ce qui s'est passé cet été avec la décision des Américains d'obliger les Australiens à annuler le contrat qu'ils avaient signé en 2016 avec la France sur des sous-marins conventionnels. Mais comment inventer une défense avec un allié qui est quand même assez incertain et avec un ennemi dont on ne sait pas trop vraiment si on souhaite sa défaite? Parce qu'encore une fois, l'effondrement de la Chine, c'est le Moyen-Âge de revenus en Europe. Nos économies sont totalement dépendantes aujourd'hui en termes de croissance de la prospérité chinoise. Donc ceci pour montrer juste la difficulté de l'exercice si on veut inventer une Europe de la défense. Mais malgré tout, je pense que l'exercice est vraiment utile, pas simplement intellectuellement, mais utile parce qu'aujourd'hui, on a quand même une Union européenne qui, en dépit du Brexit, représente quand même à peu près un demi-milliard de citoyens démocratiques, éduqués, dans le monde occidental, le plus grand marché occidental, représente une très grande puissance économique. Nous sommes encore, si on agrège tous les chiffres des pays membres, nous sommes encore en 2021 la première puissance économique du monde, la première puissance commerciale du monde. L'euro est la deuxième monnaie de réserve du monde. 25% des réserves de change encore aujourd'hui se font en euros. Nous sommes la première puissance avec la Banque mondiale pour financer les pays en sortie de crise. 8 milliards à l'Afghanistan et je ne sais combien encore, je n'ai pas les chiffres exacts pour la Palestine. Il n'y a aucune crise aujourd'hui qui peut être entre guillemets stabilisée, je ne dis pas résolue, mais sans le financement de l'Union européenne et de la Banque mondiale. Nous sommes le premier donateur en matière d'aide publique au développement, premier donateur en matière d'aide humanitaire. L'Union européenne donne 50% de l'aide publique au développement dans le monde, c'est l'Union et ses États membres. Donc nous sommes une très 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 grande puissance qui l'ignore. C'est Jean-Louis Bourlange, qui est un de nos députés européens les plus formidables, qui a cette phrase extraordinaire. L'Union européenne, quand on parle de puissance, c'est M. Jourdain. C'est-à-dire, M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, dans le bourgeois gentilhomme. Et bien, l'Union européenne, elle fait de la puissance sans le savoir. Mais nous sommes cette puissance, et donc l'idée que l'Europe puisse défendre ses intérêts dans un monde aussi chaotique, aussi difficile à définir, est une idée légitime, même si c'est une idée difficile. Alors, le problème, un des problèmes, pourquoi on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a une divergence fondamentale, politique, historique, entre les États membres, les 6 du départ et les 27 d'aujourd'hui. Donc c'est une divergence qui n'est pas récente, c'est une divergence structurelle dans la construction européenne, entre deux clans, si je puis dire. D'une part, des pays qui sont convaincus que l'Europe est une partie de l'Occident et que la défense de l'Europe ne peut pas être différente de la défense du camp occidental. Le deuxième clan, c'est ceux qui pensent que tout en étant partie prenante de l'Occident, l'Europe a une identité spécifique dans cette civilisation occidentale et qu'elle peut avoir aussi des intérêts spécifiques qui ne sont pas équivalents à ceux des États-Unis ou de l'Australie, par exemple, et que donc, dans ces conditions, l'Europe, tout en étant un allié fidèle des Occidentaux, doit se défendre et doit défendre ses intérêts. Le premier clan considère qu'il n'y a aucune raison de faire une défense spécifique de l'Europe et que la défense de l'Europe, elle s'acquiert
par délégation aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Et ça, ce clan-là existe depuis 1949, depuis l'existence de l'OTAN jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième clan considère que tout en étant loyaux vis-à-vis de l'OTAN et de l'allié américain, il faut construire les éléments, alors de ce que les Français appellent aujourd'hui l'autonomie stratégique, c'est devenu le terme à la mode, mais on a beau changer les termes, c'est toujours la même histoire, le clan de ceux qui considèrent que l'Europe doit devenir une puissance politique. Et c'est un débat qui existe depuis la construction de l'Europe. On l'a appelé de différentes façons. C'était soit l'Europe espace, soit l'Europe puissance, soit l'Europe grand marché, soit l'Europe politique. Mais ce débat, il n'a absolument pas bougé. Dans les années 60, enfin 70 plutôt, quand la Grande-Bretagne est rentrée dans l'Union européenne en 72, il opposait ce qu'on appelait l'Europe européenne et l'Europe atlantique. Les Anglais ont quitté l'Union européenne récemment, en 2020, mais ce débat, il existe toujours, la confrontation entre les deux visions existe toujours, et une grande majorité de pays, je dirais presque la quasi-totalité des pays membres de l'Union européenne, continuent de préférer l'option atlantique, c'est-à-dire la défense de l'Europe par les États-Unis via l'OTAN, alors que la France, toujours elle, presque toute seule, un peu avec les Belges, le Luxembourg, un peu les Espagnols, parfois les Italiens, qui, selon les gouvernements, changent d'avis. Mais de l'autre côté, la France, donc leader de cette idée de l'Europe puissance, depuis le général de Gaulle, en passant par Pompidou, Chirac, Sarkozy, Mitterrand, Hollande et maintenant Emmanuel Macron, tous les présidents, quelle que soit leur couleur politique en France, défendent cette vision d'une Europe qui soit un acteur politique sur la scène internationale. Mais malheureusement, dans l'histoire de la construction européenne, c'est la vision britannique qui a gagné. La France a perdu jusqu'à aujourd'hui. Cette Europe de la défense, cette Europe politique n'existe pas. Alors, rappelez-moi à quelle heure je dois terminer, parce que je n'ai pas regardé le début. Vous avez encore 13 minutes. Ah, c'est bien. Bon. Alors, je n'ai pas le temps de revenir aux racines historiques de cette inexistence politique de l'Europe. Je veux simplement insister sur cette division politique qui est majeure et qu'on n'arrive pas à surmonter. Aujourd'hui, les Pays-Bas, les Suédois, les Polonais et toute l'Europe centrale et orientale d'ailleurs ont remplacé la Grande-Bretagne comme les apôtres d'une défense dans le cadre de l'Alliance Atlantique, et la France continue avec brio depuis qu'on a le président Emmanuel Macron, et dans la présidence française qui va commencer au 1er janvier l'année prochaine, le 1er janvier 2022, elle va continuer à porter cette idée d'une Europe souveraine, acteur, défenseur de ses intérêts sur la scène internationale, mais on n'arrive pas à surmonter ce clivage. Je fais une petite parenthèse pour dire que dans la grande Europe élargie, la France a la présidence une fois tous les 14 ans. Donc il faut vraiment en profiter, et je ne doute pas que la France va être très mobilisée sur ces questions. Mais on n'y arrive pas, et on n'y arrive pas, je crois, parce qu'il y a ce tabou en Europe sur la notion même de puissance, en particulier en Allemagne. Il y a ce tabou de la puissance à cause des 2 premières guerres mondiales, et que l'Europe a été créée dans l'ADN de la construction européenne. Il y a cette idée qu'il faut éradiquer l'usage de la force entre les États et entre les États et le reste du monde. Et la CECA, au départ, en 1951, la première étape de la construction européenne entre la France et l'Allemagne, c'était d'intégrer la sidérurgie, le charbon et l'acier, c'est-à-dire les matières avec lesquelles, à l'époque, on faisait les bombes, on faisait la guerre. Et donc cette idée, la CECA, c'était en intégrant le charbon et l'acier des 2 ennemis, on empêchait la guerre entre ces ennemis. Et donc on éliminait tout rapport de force. Et toute la philosophie de la construction européenne, c'est ça, c'est éliminer le rapport de force par l'intégration communautaire. Et vis-à-vis de l'extérieur, eh bien, pour éliminer le rapport de force entre l'Europe et les pays extérieurs, eh bien, l'idée, c'était on délègue à l'OTAN.
Et c'est comme ça que la construction européenne a été un succès extraordinaire. Elle s'est fondée sur ce partage des tâches. La CE fait la prospérité des Européens, l'OTAN assure la sécurité des Européens. Et on vit aujourd'hui sur cet héritage que la majorité des Européens ne veulent pas remettre en cause, parce que ça a marché, parce que c'est très confortable. Le leadership américain, ils sont très loin, alors qu'un leadership français sur les affaires politiques européennes, vous vous rendez compte, c'est pas très... psychologiquement pas très agréable pour nos partenaires. Et puis c'est surtout pas très cher comme solution, parce que les Américains payent 70% des dépenses d'infrastructure et des dépenses militaires de l'OTAN. Et si on devait monter de toutes pièces une défense indépendante, là aussi, eh bien, il faudrait vraiment augmenter de beaucoup les impôts de nos citoyens. Et donc, pour toutes ces raisons, la solution de 1954, la CE, la prospérité, l'OTAN, la sécurité, eh bien, elle demeure aujourd'hui tout à fait valide, et non seulement valide, mais demandée, consensuelle par les États membres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, moi, alors là, je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Pardonnez-moi, j'aurais dû dire ça. Je ne suis pas devin. Si personne n'y a réussi depuis 70 ans, ce n'est pas moi qui vais révolutionner les choses, mais quand même dire un certain nombre de principes. Je crois que si on veut construire une défense européenne, la première chose à faire, c'est prendre acte que le monde change. Qu'est-ce que nous enseigne le Covid? C'est que l'interdépendance commerciale, formidable avec la Chine, qui nous permet d'acheter des t-shirts à 3 € chez Zara, que cette interdépendance commerciale, sur le plan géopolitique, est une catastrophe absolue. C'est-à-dire, on ne commerce pas avec la Chine comme on commerçait avec les États-Unis du temps où les Chinois étaient hors commerce. La Chine, aujourd'hui, transforme le commerce en arme géopolitique. Et on s'en est rendu compte avec le Covid, quand on s'est rendu compte que 99% des matériaux, vous connaissez ça sans doute mieux que moi, pour faire des médicaments, en particulier le Doliprane, sont fabriqués en Chine parce que ça coûte moins cher. Et on se rend compte tout d'un coup, avec le Covid, que le commerce n'est pas du commerce, que le commerce est géopolitique, et que donc les Européens doivent intégrer cette idée qu'il ne suffit pas de commercer avec la planète pour être riche, il faut intégrer la contrainte géopolitique dans son commerce. Donc c'est une première évolution positive qui amène les Européens d'ailleurs, pas seulement les Français, à accepter l'idée qu'il faut parler, alors non pas d'autonomie stratégique, mais de souveraineté européenne. Il faut que les Européens soient souverains sur les Doliprane, par exemple. Il faut qu'on soit souverain sur un certain nombre de matières vitales. Moi, je pense par exemple aussi souverain sur le plan alimentaire. Mais les matières vitales, par exemple celles qui permettent à vos téléphones de fonctionner, ce qu'on appelle les terres rares, 99% également sont en Chine. Et donc voilà, ça c'est un premier élément positif qui fait que la notion de souveraineté européenne n'est plus liée à la défense uniquement. Elle est liée à beaucoup d'aspects de la vie des citoyens, des médicaments dont on a besoin, des téléphones dont on a besoin, et que donc il faut que les Européens développent cette conscience stratégique. Deuxième point, pour construire cette Europe de la défense, il faut éviter un certain nombre d'erreurs. Je crois que la première impasse, c'est de croire qu'on va faire une politique de défense par une politique industrielle militaire. C'est l'idée de la Commission européenne, j'ai tout respect pour les responsables de la Commission européenne, mais l'idée d'avoir un fonds européen de défense qui a été voté en 2019 par le Parlement européen de 7 milliards d'euros sur 7 ans, bon, c'est pas énorme, mais l'idée qu'à partir d'une industrie européenne de défense, on va construire une politique européenne de défense, c'est-à-dire une vision commune entre les États membres, eh ben, toute cette, à mon sens, est un non-sens. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu une industrie porter du politique. On a même vu le contraire, je n'ai pas le temps de développer dans l'histoire de la construction européenne. Pour qu'il y ait une politique de défense, il faut qu'il y ait une volonté politique de défense. Et ce n'est pas parce que Airbus et Aerospace, enfin, British Aerospace ou CASA en Espagne se mettent d'accord pour fabriquer des avions du futur. Ce n'est pas pour cela que les Européens vont se mettre d'accord pour se défendre dans la mondialisation. Donc ça, c'est une impasse. La deuxième impasse, c'est de se dire, ah ben, ce serait très simple de faire une politique de défense en éliminant les vétos de ceux qui sont contre, et donc en votant à majorité
à Bruxelles sur la politique de défense. On vote à majorité sur plein de choses, sur la politique agricole commune, sur le commerce, sur pratiquement 80% des politiques européennes, on vote à majorité qualifiée. L'unanimité a disparu depuis l'acte unique, et donc c'est très très rare que le veto des États membres compte. Mais il compte sur certains domaines, en particulier la politique étrangère et la défense. Et donc certains nous disent, oh bien, écoutez, c'est très simple, si vous voulez faire une politique européenne de défense et de sécurité, de politique étrangère, vous évacuez l'unanimité, et donc on vote à majorité qualifiée. Alors, on commencerait par la politique étrangère. Moi, je trouve que c'est une idée totalement absurde. Pourquoi? Parce que la défense, c'est la seule politique, avec la santé, qui, in fine, entraîne un risque de mort pour des citoyens européens. Et donc, c'est la raison pour laquelle, constitutionnellement, il est impossible de voter à majorité sur une politique dans laquelle un État aurait pu être mis en minorité. C'est absolument inacceptable dans aucun des gouvernements de l'Union européenne. Dès qu'il s'agit de vie et de mort des citoyens, ce sont les autorités nationales qui ont autorité, et certainement pas la Commission européenne, ni le Parlement européen, ni le Conseil européen. Donc moi, je crois que c'est un non-starter et qu'il faut se débrouiller avec les vétos des 27 et essayer de construire du consensus. Du consensus, on ne peut pas, par un artifice institutionnel, créer un consensus politique qui n'existe pas dans les têtes. Donc ça, c'est la deuxième impasse. Et la troisième impasse, c'est de dire on va construire une défense européenne en concurrence avec l'OTAN. Ça, c'est vraiment la solution pour ne rien faire ou pour échouer. Pourquoi? Parce que 99% de nos partenaires, et donc des citoyens aussi, je pense, 99% de nos partenaires européens veulent l'OTAN, veulent garder l'OTAN, veulent garder la protection américaine sur l'Europe. C'est d'ailleurs, pour moi, un élément de surprise assez incompréhensible. C'est-à-dire, on est dans un monde qui change. Pratiquement tous les 6 mois, il se passe quelque chose qui change le monde. Pratiquement. Et nos partenaires européens sont dans l'idée que tout change dans le monde, sauf la relation entre l'Europe et les États-Unis. Ça n'a pas de sens de penser que en 2050, un siècle après la création de l'OTAN, l'OTAN continuera de défendre l'Union européenne. Ça me paraît un non-sens historique, politique. Mais nos partenaires veulent le croire et sont prêts à tout pour maintenir l'intérêt des Américains dans l'OTAN. Par exemple, aujourd'hui, alors que l'on sait tous que la priorité des Américains, c'est l'Asie, la Chine, ce que Barack Obama, en 2011, disait le pivot asiatique, et ils nous ont prévenus, les Américains, depuis 2011. L'Europe, ça n'est plus l'intérêt des Américains pour le XXIe siècle. L'avenir du monde se joue en Asie. Et donc, pour garder malgré tout un intérêt des Américains en Europe, un certain nombre de nos partenaires disent il faut peut-être faire rentrer l'Australie dans l'OTAN ou étendre la zone de l'OTAN à l'Indo-Pacifique, comme ça on montrerait aux aux Américains qu'on est derrière eux sur le containment de la Chine, etc., etc. Moi je crois que ça n'est pas non plus la solution, mais en tout cas la solution, si l'on veut construire l'Europe de la défense, c'est de le faire avec les États-Unis. Et moi je pense qu'un dialogue direct entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique est une voie d'avenir, c'est-à-dire de voir avec eux petit à petit qu'est-ce qui les intéresse dans la montée en puissance de l'Europe qui leur permettrait à eux d'avoir les mains plus libres en Asie. Il faut que tout le monde s'y retrouve dans la défense européenne. Si on veut être sérieux sur la défense de l'Europe, il faut qu'elle profite à l'Europe, mais il ne faut pas qu'elle lèse les États-Unis. Or, les États-Unis ont vraiment comment dit-on, un asset, ils ont un bijou en Europe, si je puis dire, qui est l'OTAN. C'est extrêmement utile pour eux, politiquement, etc. Donc il ne faut pas qu'ils perdent ce qu'ils ont, mais il faut qu'ils trouvent dans la défense de l'Europe une marge de manœuvre supplémentaire. Et c'est pour ça que je crois que ça ne peut se faire que vraiment en coopération avec les États-Unis, peut-être au départ un dialogue entre l'Amérique et 3 ou 4 Européens, mais que c'est ça la bonne solution, c'est pas de faire un truc en européen et après de dire aux Américains, mais désolé, c'est comme ça, etc. Et dernier élément,
Dernier élément dans les 2 minutes qui me restent, je crois qu'il faut, j'ai 2 éléments, donc 1 minute chacun. Le dernier élément pour construire cette Europe de la défense, c'est de désacraliser quand même la défense. La défense, encore une fois, je l'ai expliqué au début, ça n'est plus le b.a.-ba de la puissance, c'est un élément parmi d'autres de la puissance. Et donc il faut que cette défense européenne soit accompagnée et même chapeautée par une vraie politique étrangère européenne, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de défense, c'est-à-dire on a construit des outils, alors qu'on n'a aucune vision commune sur la façon d'utiliser ces outils. Si vous regardez la Russie, on est en désaccord complet. Si vous regardez l'avenir du conflit israélo-palestinien, on est en désaccord complet. Et donc, si on veut construire une politique de défense, il faut que ce soit dans le cadre d'une politique étrangère européenne commune. Et moi, je pense que la priorité, c'est celle-là, bien avant la défense en tant que telle. Et dernière phrase, Monsieur le Président, et je termine là-dessus, encore faut-il savoir ce qu'on veut défendre. Et bien évidemment, on défend des territoires, des biens, de la prospérité, etc. Mais on défend aussi un système politique qui est la démocratie libérale, qui est le cœur de la construction européenne, avec cet article 2 qui énonce les valeurs de l'Europe et qui, article 2, qu'aujourd'hui les Polonais et autres pays d'Europe centrale ne cessent de violer. Moi, je ne pense pas que la Pologne partira de l'Union européenne, mais j'ajoute, c'est fort dommage, parce qu'aujourd'hui, la Pologne et la Hongrie ne sont pas des pays qui méritent d'être dans l'Union européenne et auxquels on donne tous les ans gratuitement 4% de leur PIB. Tous les ans. La Pologne et la Hongrie reçoivent en fonds structurels 4% de leur PIB et en échange, ils foulent aux pieds tous les jours les principes fondamentaux de la démocratie libérale. Donc qu'est-ce qu'on défend ? Est-ce que si la Pologne va encore plus loin dans son régime autoritaire, est-ce qu'on défend la Pologne ? Est-ce que la Turquie, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qui est membre de l'OTAN, est-ce que si la Turquie devient une dictature, on doit défendre la Turquie au titre de l'OTAN ? Comme on est obligé de le faire aujourd'hui, hein, en fonction du traité. Autrement dit, je crois que la réflexion sur la défense de l'Europe, elle ne peut pas non plus se passer d'une réflexion sur quel est le système démocratique que l'on défendra dans la mondialisation, entre une Amérique dont on ne sait pas trop ce qu'elle peut devenir, dans une Chine dont on sait qu'elle restera un régime autoritaire. Si on ne défend pas la démocratie, nous, Européens, dans notre politique de défense, personne d'autre ne le fera.